L'homme a vendu sa maison, et avec elle sa femme malade, mais quelques jours plus tard, il revient et reste perplexe face à ce que le nouveau propriétaire faisait à son ex-femme. L'histoire suivante peut susciter de fortes émotions. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Amélie, une fille aux yeux brillants et aux cheveux aussi dorés que les rayons du soleil d'été, révélait déjà depuis son plus jeune âge une sensibilité touchante envers toutes les formes de vie. Dans son petit village aux environs de Lyon, elle était devenue célèbre pour sa gentillesse envers les animaux. Chaque fois qu'elle croisait des chats aux poils emmêlés et aux yeux suppliants, des oiseaux aux ailes blessées ou des chiens errants sans but, son cœur se remplissait de compassion. Avec précaution, elle les prenait dans ses bras fragiles et les ramenait chez elle, cherchant refuge dans son foyer. Sa grand-mère, Madame Geneviève, une femme aux traits doux mais à la posture rigide forgée par les années, s'occupait d'Amélie depuis le triste hiver où sa mère, une talentueuse fleuriste, était décédée. Geneviève, avec ses cheveux toujours attachés en un chignon parfait, observait avec un mélange d'inquiétude et d'admiration les choix de sa petite fille. Elle craignait pour la santé de la fille et pour l'espace de plus en plus occupé par les créatures secourues dans sa déjà modeste résidence. « Mon Dieu, Amélie, encore un ?» s'exclamait Madame Geneviève en voyant sa petite fille entrer avec un chiot tremblant sous la pluie. « Où allons-nous tous les mettre ?»« Ne t'en fais pas, grand-mère, » répondait Amélie avec un sourire illuminant la pièce. « Nous trouverons une place. Ils ont juste besoin d'amour et de soins comme maman aurait donné. » Geneviève soupirait, mais au fond, son cœur fondait en voyant une telle démonstration d'amour inconditionnel. Elle savait que cette bonté était un écho de l'âme de sa propre fille, et cela lui apportait un réconfort silencieux. Les années passèrent, et le jardin secret d'Amélie fleurit sous ses soins, tout comme sa décision quant à son avenir. Inspirée par une enfance dédiée à prendre soin des êtres sans défense, et par le souvenir vivant de la compassion de sa mère, Amélie décida que son chemin serait celui de prendre soin des autres. Après avoir terminé ses études secondaires, elle s'inscrivit à la prestigieuse école d'infirmière de Montpellier. « Et pourquoi pas vétérinaire ?» demandait la grand-mère, essayant encore de comprendre le changement de focus de la fille vers les personnes. « Parce que chaque être ressent de la douleur, grand-mère », expliquait Amélie, tenant les mains ridées de Geneviève entre les siennes. Et maman disait toujours que la plus grande vertu est de soulager la douleur des autres, quelle qu'elle soit. Amélie étudia avec une dévotion féroce, motivée par le désir ardent de faire la différence. Ses camarades l'admirèrent pour l'empathie naturelle qu'elle exhibait, non seulement dans ses compétences techniques, mais aussi dans le réconfort qu'elle offrait par son simple contact ou ses paroles douces. Elle voyait chaque patient comme quelqu'un qui pourrait être sa grand-mère, un ami, ou même un oiseau blessé sur la route. Pour Amélie, chaque vie importait profondément. Sa grand-mère, voyant Amélie vêtue de son uniforme d'infirmière pour la première fois, ne put retenir ses larmes. Elle comprit que la fille qui avait autrefois rempli sa maison d'animaux était maintenant prête à guérir un monde bien plus vaste. « Et tu guériras beaucoup de cœurs, ma chère » murmura Geneviève, en serrant Amélie avec tout l'amour d'une vie partagée à travers les pertes et les soins. Dans ses yeux, il y avait une lueur de fierté et la certitude que l'héritage de compassion de la famille continuerait, fort et vrai. Par une froide nuit d'automne, les rues de Marseille étaient enveloppées d'un manteau de brouillard se mêlant à l'éclat terne des lampadaires. Camille, rentrant de l'hôpital après un long service, remarqua une silhouette minuscule et solitaire sous l'abri d'un arrêt de bus. C'était un garçon, les épaules voûtées et le regard perdu dans l'horizon gris de la ville. Il était mal vêtu pour le temps, avec une veste mince qui couvrait à peine son t-shirt usé, et ses chaussures semblaient usées et inadéquates pour se protéger du froid de l'automne. Poussée par un élan de compassion qui l'a toujours caractérisé, Camille s'approcha de lui, sortant une barre de chocolat de son sac. « Bonjour, je travaille à l'hôpital et je rentrais chez moi. Tu sembles pouvoir utiliser un peu de chocolat. Comment tu t'appelles ?» lui demanda-t-elle, tendant le doux au garçon. « Riquelme » répondit-il d'une voix timide et hésitante, acceptant le chocolat d'un léger signe de tête. Ses yeux, grands et expressifs, portaient une tristesse qui semblait trop lourde pour son jeune âge. « Attends-tu depuis longtemps ?» demanda Camille, s'asseyant à côté de lui. «
Riquelme mordit dans le chocolat et après un moment, se confia assez pour s'ouvrir. « Je n'ai vraiment nulle part où aller, » commença-t-il, sa voix presque un murmure. « Les choses à la maison sont difficiles. » Alors qu'il discutait, Camille sentit une vague de préoccupation l'envahir. L'histoire du garçon se déployait en récits de désaccords familiaux et de nuits incertaines. L'infirmière, avec son instinct aiguisé pour s'occuper des nécessiteux, prit une décision rapide mais réfléchie. « Riquelme, aimerais-tu venir avec moi? Tu peux rester chez nous ce soir. Ma grand-mère comprendra, » lui offrit-elle, regardant le garçon avec une expression douce mais ferme. « Tu ne devrais pas passer une autre nuit à la Belle Étoile. » Avec un mélange de soulagement et d'hésitation, Riquelme accepta l'invitation. Ensemble, ils marchèrent dans les rues humides jusqu'à la maison où Camille vivait avec sa grand-mère, Madame Sylvie. À leur arrivée, Camille expliqua la situation, et malgré l'hésitation initiale, l'expression de préoccupation sur le visage de la petite fille suffit à convaincre Sylvie d'accueillir Riquelme temporairement. « D'accord, il peut rester », accepta Madame Sylvie bien que son ton révélât ses réserves. « Mais seulement pour un temps, jusqu'à ce que nous trouvions une meilleure solution. » La maison, déjà un refuge d'amour et de soins, devint cette nuit-là un sanctuaire pour un garçon qui avait perdu espoir. Alors que Camille préparait une soupe chaude et que Sylvie aménageait un petit espace pour que Riquelme puisse dormir, le garçon ressentit, peut-être pour la première fois depuis longtemps, un soupçon de sécurité et de chaleur humaine. La bonté inattendue d'une étrangère sur le chemin du retour avait transformé une nuit froide en une promesse silencieuse d'un lendemain meilleur. Le lendemain matin, Camille partagea la situation de Riquelme avec le docteur Pénélope, sa directrice médicale, lors d'une réunion à l'hôpital. Pénélope, connue pour son dévouement et son discernement, écouta attentivement pendant que Camille décrivait les circonstances de sa rencontre avec Riquelme. Après une conversation détaillée, elles convinrent toutes deux que la situation du garçon nécessitait une action immédiate et décidèrent de rechercher une aide légale pour garantir son bien-être. Camille, poussée par les conseils de Pénélope, se plongea dans un labyrinthe bureaucratique complexe, affrontant de longs formulaires et des procédures légales pour s'assurer que Riquelme recevrait la protection nécessaire. C'était un processus difficile, mais la détermination de Camille ne faiblit pas. Avec le soutien de Pénélope et de l'équipe de l'hôpital, ainsi que l'implication des services de protection de l'enfance, son parcours gagna en force et en visibilité. Alors que l'histoire de Riquelme devenait publique, des membres de la communauté et des militants locaux se mobilisèrent en soutien. La solidarité de la communauté fut un élément crucial, fournissant non seulement un soutien émotionnel, mais aussi des ressources pratiques pour naviguer dans les défis juridiques. De plus, la situation attira l'attention des médias locaux, dont la couverture contribua à amplifier l'affaire, mettant en lumière la nécessité de changements dans les soins et la protection des enfants en situation de vulnérabilité. À travers les efforts combinés de Camille, de la communauté et de l'élan donné par la couverture médiatique, le processus pour obtenir la garde légale de Riquelme avança. Après plusieurs audiences et réunions avec des travailleurs sociaux, Camille fut finalement nommée tutrice légale de Riquelme. Cette étape formalisa et renforça le lien qui avait déjà grandi entre eux au fil des mois, marquant un nouveau chapitre dans la vie de chacun. La conquête ne fut pas seulement une victoire légale, mais un triomphe de l'esprit humain et de la compassion. Camille et Riquelme, désormais officiellement une famille, trouvèrent en l'autre la force et le soutien nécessaires pour affronter les défis à venir. Le soutien de la communauté et l'intervention décisive des professionnels impliqués furent fondamentaux, mettant en évidence le pouvoir de l'action collective et de l'empathie dans la transformation des vies. Camille rencontra Hugo un jour animé à l'hôpital de Marseille, où elle travaillait comme infirmière. Hugo était un patient qui avait été admis après un accident de vélo, et pendant sa période de récupération, il était souvent soigné par Camille. Enchanté par le dévouement et la chaleur humaine qu'elle manifestait, Hugo commença à l'admirer non seulement comme professionnelle, mais aussi comme la personne compatissante qu'elle était. Au fur et à mesure que la récupération de Hugo progressait, leur connexion grandissait également. Il commença à attendre avec impatience les visites de Camille, et chaque conversation prolongée révélait plus sur leur vie, leurs espoirs et leurs rêves. Après sa sortie, Hugo tenait à exprimer son admiration pour elle, non seulement en remerciant pour les soins reçus, mais aussi en révélant l'affection personnelle qu'il avait développée. Touché par sa sincérité, Camille réalisa qu'elle ressentait aussi quelque chose de spécial pour lui.
Leur relation a rapidement prospéré en dehors de l'hôpital, marquée par des rencontres après le travail et de longues promenades dans les charmantes rues de Marseille. Avec le temps, la relation s'approfondit et ils décidèrent de se marier, un pas que tous deux considéraient comme l'évolution naturelle de l'amour qu'ils partagèrent. Après le mariage, Hugo emménagea dans la maison de Camille, où elle vivait avec sa grand-mère, Madame Sylvie et Richelme. L'arrivée de Hugo apporta quelques changements dans la dynamique familiale. Madame Sylvie, bien qu'elle veuille le meilleur pour Camille, était initialement réticente à ce changement. Elle craignait que la présence de Hugo puisse perturber le calme et l'équilibre de la maison, surtout compte tenu du fait que Richelme s'adaptait encore à sa nouvelle vie et à son environnement familial. De plus, les tensions entre Hugo et Richelme étaient palpables au cours des premiers mois. Richelme, qui avait trouvé un refuge sûr et aimant avec Camille, voyait initialement Hugo comme un intrus, quelqu'un qui pourrait encore plus perturber son sentiment de sécurité. Hugo, quant à lui, s'efforçait de trouver sa place dans la famille, cherchant à établir une connexion avec Richelme malgré les barrières initiales. Avec le temps et beaucoup de patience, la cohabitation entre tous commença à s'améliorer. Hugo fit un effort conscient pour construire une relation de respect et d'amitié avec Richelme, et Madame Sylvie, voyant l'amour véritable que Hugo avait pour Camille, commença à l'accepter comme partie de la famille. Les liens familiaux, bien qu'essentiellement testés, commencèrent à se renforcer, marquant le début d'une nouvelle phase dans la vie de tous, où la compréhension et le respect mutuel surmontaient progressivement les défis initiaux. Au fil du temps, la dynamique familiale dans la maison de Camille commença à subir des tensions qui ne pouvaient être ignorées. Ce qui semblait initialement être une phase d'ajustement progressif entre Hugo et Richelme se révéla être un problème plus profond et préoccupant. Hugo commença à montrer un côté de sa personnalité précédemment caché, qui était agressif et irrespectueux, surtout dans ses interactions avec Richelme. Ces attitudes commencèrent à créer un climat d'inconfort et d'anxiété à la maison. Richelme, qui avait déjà fait l'expérience d'instabilité et de défis dans sa jeune vie, se sentait de plus en plus insécurisé et marginalisé, une situation que Camille observait avec une alarme croissante. Les disputes entre Hugo et Richelme devinrent plus fréquentes et intenses, laissant Camille au milieu de conflits domestiques auxquels elle ne s'attendait jamais à faire face avec l'homme qu'elle avait choisi comme compagnon. La situation s'est encore compliquée lorsque Camille a découvert, à travers une série de messages accidentellement vus sur un téléphone portable, que Hugo entretenait une liaison avec Isabella, une ancienne amie de l'université qui était réapparue dans leur vie en tant que visiteuse occasionnelle. Les messages révélaient non seulement l'infidélité, mais aussi la profondeur de la trahison émotionnelle, ébranlant les fondements de ce que Camille croyait être un mariage basé sur l'amour et la confiance mutuelle. Dévastée et confuse, Camille a confronté Hugo avec les preuves. La conversation était tendue et émotionnelle, Hugo essayant initialement de nier les accusations jusqu'à finalement admettre son erreur. Le sentiment de trahison était accablant pour Camille, qui se retrouvait à remettre en question non seulement l'avenir de son mariage, mais aussi sa capacité à juger du caractère des personnes qu'elle permettait d'entrer dans sa vie et celle de Richelme. Madame Sylvie, voyant la tension et la souffrance de sa petite fille, est intervenue. Elle a offert non seulement son soutien, mais aussi la sagesse de quelqu'un qui avait vu de nombreuses facettes de la vie. Elle a conseillé à Camille de considérer toutes les options, de la recherche de conseils conjugaux à la possibilité de la séparation, si la confiance entre elle et Hugo ne pouvait être restaurée. Au cœur de ces conflits et décisions douloureuses se trouvait Richelme, qui se retrouvait une fois de plus dans un environnement familial instable. Camille, plus que jamais, était déterminée à protéger et à offrir à Richelme la stabilité et l'amour inconditionnel qu'il méritait, tandis qu'elle luttait elle-même pour trouver clarté et paix après la révélation de la trahison. La maison qui était autrefois un refuge de sécurité et de chaleur était maintenant enveloppée d'incertitudes, exigeant de Camille une force et une résilience qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. Alors que les jours passaient, la relation entre Camille et Hugo se détériorait à un rythme alarmant. Hugo, de plus en plus plongé dans la consommation d'alcool, devenait une figure imprévisible et volatile à la maison. Ces soirées se terminaient souvent par des explosions de colère et des paroles dures qui résonnaient à travers les murs de la maison que Camille avait soigneusement construite avec amour et sécurité. Cette nouvelle réalité apportait une tension insoutenable, affectant profondément tout le monde dans la famille, surtout Richelme, qui se retrouvait une fois de plus
entourée d'instabilité émotionnelle. La dégradation du comportement de Hugo sapait non seulement le respect et l'amour que Camille lui portait, mais menaçait aussi l'harmonie du foyer qu'elle s'était efforcée de maintenir. Les soirées de dispute et l'atmosphère chargée de tension devenaient une routine douloureuse, forçant Camille à reconsidérer les choix de sa vie et l'avenir de sa famille. Un après-midi pluvieux d'automne, alors qu'elle regardait la pluie tomber par la fenêtre de la cuisine, Camille trouva un moment de tranquillité pour réfléchir aux événements qui se déroulaient. Elle se demandait comment Hugo, l'homme pour qui elle était tombée amoureuse et en qui elle avait confié son cœur, pouvait la trahir de manière aussi profonde. L'infidélité et le comportement abusif qui a suivi avaient laissé une cicatrice dans son cœur qu'elle savait qu'il faudrait du temps pour guérir. « Comment a-t-il pu ?» murmura Camille pour elle-même, les mots à peine audibles au-dessus du bruit de la pluie. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» La trahison n'était pas seulement une violation de leur relation, mais aussi une remise en cause de tout ce qu'elle appréciait. La sécurité émotionnelle de Richelme, qu'elle avait juré de protéger, avait également été compromise, augmentant le poids de sa douleur. Dans ce moment de réflexion, Camille reconnut l'impact émotionnel profond que cette expérience avait eu sur sa vie et celle de Richelme. Elle savait qu'elle devait prendre des décisions difficiles et peut-être définitives pour protéger son bien-être et celui du garçon. Le cœur lourd, mais avec la clarté qui vient de l'adversité, Camille commença à planifier un avenir où la sécurité et la paix seraient les pierres angulaires de son foyer. La détermination de Camille à trouver une issue à la situation toxique témoignait de sa résilience. Alors qu'elle se préparait aux prochaines étapes, que ce soit en recherchant des conseils juridiques ou le soutien d'amis et de membres de sa famille, elle restait ferme dans sa conviction que, malgré les difficultés, elle pourrait reconstruire et restaurer la tranquillité dans sa vie et celle de Richelme. L'amour et le dévouement qu'elle avait pour Richelme et le souvenir de moments plus heureux alimentèrent son espoir de jours meilleurs, libérés de l'ombre de la trahison et de l'abus. Pendant la journée, sur les murs stériles de l'hôpital à Marseille, Camille arborait un masque de compétence et de soin. Elle traitait chaque patient avec la même dévotion et empathie qui l'avait toujours caractérisée, cachant derrière son sourire professionnel la douleur émotionnelle qui lui rongeait le cœur. Les collègues et les patients ne voyaient que l'infirmière attentionnée et efficace, ignorant le tourbillon d'émotions qu'elle affrontait en interne. Le sourire disparaissait alors que Camille se dirigeait vers le parking de l'hôpital, ses pas résonnant de plus en plus lentement alors qu'elle s'éloignait de la routine hospitalière pour se rapprocher de l'incertitude de son foyer. Lors d'une de ces après-midi, accablée par la tristesse et la fatigue émotionnelle, Camille ne remarquait à peine le monde autour d'elle. Ses pensées étaient tournées vers les derniers mois tumultueux et les décisions douloureuses qu'elle devait prendre. Distraite et secouée, elle traversait la rue pour rejoindre l'arrêt de bus lorsqu'une voiture, arrivant inopinément vite dans un virage, ne parvenait pas à s'arrêter à temps. L'impact fut violent et immédiat. Camille fut projetée au sol, le bruit du choc étouffant les cris des passants qui accouraient pour l'aider. Les lumières de la voiture et les voix autour se mélangeaient en un flou tandis que la douleur aiguë envahissait son corps. Les gens autour appelaient à l'aide, essayant d'offrir un peu de réconfort en attendant l'ambulance. L'accident laissa Camille gravement blessée, avec de multiples traumatismes nécessitant des soins médicaux immédiats. Transportée de retour à l'hôpital où elle travaillait, elle se retrouvait maintenant dans la position vulnérable du patient, faisant face à une longue période de récupération. Les blessures physiques étaient sérieuses, mais l'impact émotionnel de l'accident ajoutait une autre couche de souffrance à son état mental déjà tourmenté. Allongée dans le lit d'hôpital, entourée par des collègues qui s'occupaient maintenant d'elle, Camille ressentait une ironie douloureuse dans sa situation. L'endroit qui était son lieu de travail et où elle se consacrait à guérir les autres était maintenant le cadre de sa propre lutte pour la récupération. Alors qu'elle faisait face aux conséquences physiques de l'accident, elle savait qu'elle devrait également aborder les blessures émotionnelles qui avaient été repoussées au fond de son esprit, la mettant au défi de faire face non seulement à sa récupération physique, mais aussi à la reconstruction de sa vie émotionnelle et personnelle. Lorsque Camille ouvrit les yeux, la lumière blanche de l'hôpital envahit sa vision, apportant avec elle la réalité étrange et inconfortable qu'elle était désormais une patiente à la place de l'aidante. La douleur et l'inconfort étaient palpables, mais plus déconcertant encore était la sensation de vulnérabilité en se voyant allongée dans le lit d'hôpital, entourée d'équipements médicaux et du bourdonnement constant des moniteurs.
Lucia, une jeune infirmière travaillant dans le même hôpital, s'approcha avec un sourire doux, tentant d'offrir un peu de réconfort. « Vous êtes à l'hôpital », expliqua Lucia d'une voix douce. « Il y a eu un accident et le conducteur a fui, mais les témoins ont immédiatement appelé une ambulance. Vous êtes en sécurité maintenant, Camille. » Les paroles de Lucia étaient réconfortantes, mais la réalité de ce qui s'était passé commençait à s'installer chez Camille. Elle essaya de traiter la nouvelle tandis que Lucia continuait à informer de ce qui s'était passé et des soins qu'elle recevrait. « Nous allons prendre soin de vous maintenant », assura Lucia en tenant la main de Camille. Au cours des jours suivants, Camille subit une série d'examens et d'évaluations. Le diagnostic était préoccupant. Plusieurs fractures et une longue période de récupération devant elle. Les médecins, avec professionnalisme et précaution, expliquèrent que la récupération serait difficile et qu'il y aurait des moments de frustration et de douleur. Cependant, ils ont également souligné l'importance de garder espoir et détermination. « Votre chemin vers la récupération sera ardu, mais vous n'êtes pas seul », déclara l'un des médecins avec une sincérité encourageante. « Vous êtes une partie importante de cette équipe, Camille, et nous ferons tout notre possible pour vous aider à vous rétablir complètement. » Avec le soutien de l'équipe médicale, de Lucia et des autres collègues qui lui rendaient régulièrement visite, Camille a commencé à affronter le processus de récupération. Chaque petit progrès était célébré, et chaque contretemps était traité avec soin et compréhension. Bien que le défi fût grand, l'empathie et le professionnalisme de l'équipe médicale donnaient à Camille une dose nécessaire d'optimisme. Tout en faisant face à la douleur physique et aux limitations imposées par les blessures, Camille a également commencé à réfléchir à sa vie et aux changements qu'elle devrait apporter. L'expérience traumatisante de l'accident et la vulnérabilité subséquente en tant que patiente ont renforcé sa résilience et renouvelé sa détermination à surmonter les adversités, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Richelme et pour l'avenir qu'ils espéraient toujours construire ensemble. Après de longs mois de récupération à l'hôpital, Camille a enfin reçu son congé. La nouvelle selon laquelle elle pourrait rentrer chez elle a suscité un mélange de soulagement et d'anxiété. Bien qu'elle fût impatiente de quitter l'environnement hospitalier, elle savait qu'elle devrait affronter de nouveaux défis en retournant à la réalité du foyer, notamment compte tenu des tensions préexistantes avec Hugo. En rentrant chez elle, Camille a rapidement découvert que la situation s'était encore plus détériorée pendant son absence. Hugo, qui était censé s'occuper de Richelme et de la maison, se montrait distant et négligent. La maison était désorganisée et des signes de négligence étaient évidents dans chaque coin. Pire encore, Richelme semblait abattu et découragé, une ombre de l'enfant qu'elle avait laissé des mois auparavant. Au cours des premiers jours suivant son retour, Camille a essayé de se réajuster et de prendre en charge la situation, mais la négligence d'Hugo est devenue impossible à ignorer. Il passait de longues heures hors de la maison, évitant les responsabilités et laissant clairement entendre qu'il n'était pas intéressé à s'adapter à la nouvelle dynamique familiale. La situation a atteint un point critique lorsque, une nuit, après une journée particulièrement difficile, Hugo a perdu patience avec Richelme. La dispute a rapidement escaladé et s'est soldée par une agression physique. Richelme, effrayé et blessé, s'est enfui pour chercher refuge chez la voisine, Elena, qui a immédiatement compris la gravité de la situation. Elena, préoccupée par le bien-être de Richelme, l'a accueilli chez elle et a contacté Camille. La révélation de ce qui s'était passé a été un coup dévastateur pour Camille, qui a ressenti à la fois la douleur de la trahison et la culpabilité de ne pas avoir protégé Richelme de ce qu'elle craignait qu'il arrive. Confrontant Hugo avec la gravité de ses actions, Camille a affronté l'un des moments les plus difficiles de sa vie. La discussion a été intense et émotionnelle, avec Hugo essayant de justifier son comportement, tandis que Camille, avec la clarté de quelqu'un qui avait traversé des mois de douleur et de lutte, savait qu'elle ne pouvait pas permettre que cette situation continue. Avec l'aide d'Elena et le soutien d'autres voisins et amis, Camille a pris des décisions fermes quant à l'avenir. Elle savait que, avant tout, elle devait assurer un environnement sûr et aimant pour Richelme et pour elle-même. La réalité difficile à laquelle elle était confrontée à la maison lui a montré la nécessité urgente de changements radicaux, non seulement pour sa récupération physique, mais aussi pour la reconstruction de sa vie familiale d'une manière qui priorisait le respect et la sécurité de tous les intervenants. Elena, la voisine qui était devenue un ange gardien pour Camille et Richelme, a pris l'initiative d'intervenir de manière plus active.
Elle connaissait la situation difficile qui se déroulait dans la maison à côté et était déterminée à ne pas rester en marge. Avec un mélange de compassion et de détermination, Elena a commencé à aider à prendre soin quotidiennement de Camille, encore en convalescence de ses blessures, et de Richelme. Émotionnellement secouée par les événements récents, Elena a confronté Hugo directement, exprimant sa désapprobation de ses actions et assurant qu'elle ne tolérerait aucune forme de violence ou de négligence envers ses voisins. Elle a commencé à rendre visite à Camille et à Richelme fréquemment, apportant des repas, aidant à nettoyer la maison et surtout, offrant une épaule amicale et des conseils pratiques sur la façon de faire face à la situation. En même temps, la situation avec Hugo prenait une tournure encore plus sombre. Il avait conçu un plan pour s'emparer de la maison de Camille, cherchant à profiter de sa condition vulnérable. Hugo a présenté à Camille une série de documents légaux prétendant qu'ils étaient nécessaires pour la gestion de ses finances et de la maison pendant sa convalescence. Cependant, le véritable objectif des documents était de transférer la propriété de la maison à son nom, laissant Camille et Richelme dans une position encore plus précaire. Camille, encore affaiblie et confuse par la quantité d'informations et la pression, se sentait menacée et contrainte de signer les documents. Cependant, alertée par Elena qui soupçonnait les intentions d'Hugo, elle a décidé de consulter un avocat avant de prendre toute décision. L'avocat a rapidement compris le stratagème et a conseillé à Camille de ne signer rien sans une analyse attentive. La situation atteignant un point critique, Camille a décidé de prendre des mesures légales contre Hugo. Avec le soutien d'Elena et les conseils de son avocat, elle a entamé une procédure pour protéger sa propriété et sa garde sur Richelme. La procédure comprenait également des actions visant à obtenir une ordonnance restrictive contre Hugo, compte tenu des menaces et de l'agression récente. L'intervention d'Elena s'est avérée cruciale, non seulement pour le soutien émotionnel et pratique, mais aussi pour aider Camille à naviguer dans les complexités juridiques auxquelles elle était confrontée. La lutte de Camille pour protéger sa maison et la sécurité de Richelme est devenue un combat pour la justice, ainsi que pour reconquérir son indépendance et sa paix. Grâce à la solidarité et à l'intervention opportune d'une voisine courageuse, Camille a trouvé la force nécessaire pour affronter ces défis, cherchant un avenir plus sûr et plus stable pour elle et pour Richelme. Alors que les conflits avec Hugo s'intensifiaient et que la trahison devenait de plus en plus évidente, Camille se retrouvait plongée dans une profonde dépression. L'accumulation de stress et de désillusion a déclenché un état de désespoir et d'isolement. Elle se sentait constamment épuisée, tant émotionnellement que physiquement, et les difficultés de sa convalescence post-accident ne faisaient qu'aggraver sa souffrance. La maison, qui était autrefois un sanctuaire de sécurité et d'amour, était devenue un rappel constant des trahisons et des batailles juridiques toujours en cours. À la recherche d'un soulagement et d'un nouveau départ, Camille a décidé de vendre la maison. C'est à ce moment-là que Pierre est entré en scène. Pierre était un acheteur intéressé par la propriété, et bien que les circonstances de la vente soient compliquées en raison du conflit avec Hugo, il s'est montré compréhensif et sensible à la situation de Camille. Contre toute attente, Pierre est devenu un soutien essentiel pour elle pendant cette période tumultueuse. Pierre, réalisant la lutte de Camille et la vulnérabilité de Richelme, a commencé à les aider non seulement dans la transition vers un nouveau foyer, mais aussi en offrant un soutien émotionnel. Il rendait souvent visite à Camille et à Richelme, apportant de la nourriture, proposant des sorties pour les distraire et surtout écoutant Camille sans jugement. Avec le temps, sa présence est devenue une source de réconfort et de stabilité. De plus, Pierre a encouragé Camille à poursuivre sa rééducation physique et à rechercher une aide professionnelle pour faire face à sa dépression. Il l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux et thérapeutiques, s'assurant qu'elle ne soit jamais seule dans ces moments-là. Peu à peu, Camille a commencé à voir une amélioration de sa santé physique et mentale. Pierre se montrait également incroyablement patient et aimant envers Richelme, construisant une relation basée sur le respect et les soins, ce qui aidait Richelme à se sentir plus en sécurité et accepté. La vente de la maison a marqué la fin d'une période douloureuse et le début d'une nouvelle vie pour Camille et Richelme. Avec Pierre, ils ont trouvé non seulement un nouveau chez-soi, mais aussi l'espoir de jours meilleurs. Pierre est devenu plus qu'un ami. Il a été un véritable allié dans le parcours de rétablissement de Camille, l'aidant à reconstruire sa vie sur de nouveaux fondements de confiance, de sécurité et d'amitié. Grâce à cette nouvelle amitié et au soutien inattendu,
Camille a finalement pu commencer à entrevoir un avenir où la paix et le bonheur étaient à nouveau possibles. Alors que Camille et Pierre construisaient une vie ensemble, un lien de confiance et d'affection se développait entre eux. Cependant, ce lien a été soudainement menacé lorsque Pierre a fait une révélation choquante. Il était, indirectement, impliqué dans l'accident qui avait laissé Camille gravement blessée. Pierre a avoué qu'en cette nuit fatidique, un ami à qui il avait prêté sa voiture était responsable de l'accident, et que Pierre, pris de panique, avait aidé à dissimuler l'incident. Le choc de cette révélation a été profond pour Camille, qui s'est retrouvée une fois de plus confrontée à une trahison inattendue. Cependant, contrairement à Hugo, Pierre a exprimé un vrai remords et un désir ardent de corriger ses erreurs. Il s'est montré totalement transparent sur les détails, assumant la responsabilité de ses actions et cherchant activement des moyens de compenser les dommages causés. Malgré la douleur et la complexité des sentiments impliqués, Camille a perçu la sincérité de Pierre. Son repentir était palpable et son engagement à la soutenir, elle et Richelme, pendant la période de récupération parlait volume sur son caractère. Après beaucoup de réflexions et de conversations émotionnelles, Camille a décidé de pardonner à Pierre, reconnaissant que tout le monde commet des erreurs et que la véritable mesure d'une personne réside dans la façon dont elle gère les conséquences de ses actes. Motivé par le désir de commencer une nouvelle vie ensemble sur des bases d'honnêteté et d'engagement, Pierre a demandé Camille en mariage. Avec la bénédiction de Richelme, qui avait grandi en voyant Pierre comme une figure paternelle, ils se sont mariés lors d'une cérémonie simple mais pleine de sens, entourés d'amis et de la famille qui les soutenait. La conclusion de cette période tumultueuse de leur vie est venue avec le renouvellement de leurs espoirs et de leurs rêves. Camille et Pierre, désormais mariés, ont commencé à construire ensemble un avenir prometteur. Ils se sont engagés à créer un environnement d'amour et de sécurité pour Richelme, lui promettant une famille unie et un foyer stable. Cependant, le retour d'Hugo, désormais appauvri et sans endroit où aller, a servi de rappel sombre du passé qu'ils avaient surmonté. Hugo est apparu un jour, cherchant pardon et aide, mais le contraste entre sa situation désespérée et la vie renouvelée de Camille avec Pierre était frappant. Camille, mue par une compassion qui ne l'avait jamais quitté, lui a montré de la gentillesse, mais a maintenu une distance nécessaire, protégeant la nouvelle vie qu'elle avait tant lutté pour créer. Ainsi, tournés vers l'avenir, Camille et Pierre ont embrassé la possibilité de jours meilleurs, renforcés par l'amour et le pardon, prêts à affronter ensemble les défis et les joies qui viendraient.